Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Premier Pas au Jardin des Parents. Chaque année au pays, environ 1000 personnes ont recours au centre d'assistance médicale à la procréation. C'est l'AMP, aussi appelé PMA, un ensemble de techniques utilisées pour aider ces personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. On estime qu'un couple sur 6 rencontre des difficultés à donner la vie. Pourtant, le sujet reste tabou et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Vous découvrirez le parcours de Marie, les difficultés, les espoirs déçus et ce qui a marché pour elle. Qu'est-il proposé en Nouvelle-Calédonie en termes de technique mais aussi en accompagnement? Comment est-ce vécu par les patients? Restez avec nous, vous saurez tout grâce à nos invités et à nos reportages. Déborah, bonjour. Bonjour. Tu es la responsable d'antenne BAMP en Nouvelle-Calédonie, une association nationale. Donc, quelle est sa vocation? L'association a été créée en 2013 en métropole par un groupe de blogueuses concernées par l'infertilité et relayée ici en 2016. Donc, principalement pour regrouper, réunir les couples concernés par l'infertilité, les soutenir et puis faire avancer les choses sur le sujet en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Nous avons également Marie avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu as traversé un long parcours d'assistance médicale à la procréation. On t'avait rencontré il y a 2 ans et on est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous pour parler de ce que tu as traversé et puis surtout de l'arrivée de ton bébé. Donc on sait déjà que c'est une histoire qui se termine bien. Rassurez-vous, merci à vous d'être là. On va passer à la rubrique Pas à pas. La PMA, ça s'adresse donc aux personnes qui souffrent d'infertilité en priorité. Déborah, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'un couple est infertile? On parle d'infertilité quand le couple est en essai pour faire un bébé avec des rapports sexuels non protégés depuis au moins 1 an. Après, dans l'infertilité, il y a plusieurs causes variées. 35% des causes sont d'origine féminine, 35% d'origine masculine et 10% d'infertilité mixte, 10% d'infertilité inexpliquée. Donc dans les causes féminines, ça va être des blocages au niveau des trompes qui peuvent être bouchées, ça peut être l'endomètre, donc la muqueuse qui tapisse l'utérus qui peut être aussi défectueuse, des causes hormonales avec des syndromes des ovaires polykystiques et chez l'homme, souvent c'est du coup une mauvaise production ou une production de spermatozoïdes voilà, insuffisante, défectueuse. Voilà. D'accord. Marie, toi, dans quelle cause d'infertilité est-ce que tu te trouves? Moi, c'est l'endométriose. Voilà. Et quand j'ai fait une deuxième crise où là, la maladie en fait s'était étendue, le gynéco a dit il fallait confirmer par célio, donc faire une caméra, aller voir dans le ventre, c'est le seul examen vraiment pour confirmer la maladie. Et au réveil, il m'a bien dit tu peux passer dans le bureau d'en face chez le docteur Dechanet parce qu'il y a très peu de chances que je puisse avoir des enfants naturellement. D'accord, donc docteur Dechanet, c'est le médecin qui est en charge du service de PMA au Medipôle. Qu'est-ce que vous avez décidé à ce moment-là quand ce diagnostic a été posé, toi et ton partenaire? Il fallait se lancer, c'est pas une question qui s'était vraiment trop posée à l'époque, avoir des enfants, mais là on m'a bien fait comprendre que c'était de suite, donc il fallait commencer à y penser sérieusement. Voilà. Donc débuter un parcours en procréation médicalement assistée. Voilà, mais on allait avoir des enfants. Voilà. Là tu vas pas y arriver, mais passe en face pour avoir des bébés. Ok. C'est bon, j'y vais. Alors avant d'aller plus loin et d'en apprendre un peu plus sur ton histoire depuis ce diagnostic d'infertilité, je vous propose de découvrir quelles sont ces techniques d'assistance médicale à la procréation. Les principales techniques de procréation médicalement assistée sont l'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro et la micro-injection, les transferts d'embryons congelés. L'insémination intra-utérine. Un traitement est donné pour stimuler l'ovulation de la femme. Quand l'ovocyte est mature, l'ovulation est déclenchée. Le médecin, avec un cathéter, dépose les spermatozoïdes à l'intérieur de l'utérus. Les spermatozoïdes remontent naturellement vers les trompes à la rencontre de l'ovocyte. La fécondation in vitro. Il faut d'abord effectuer une ponction des ovocytes lorsqu'ils sont matures.
cette opération a lieu sous anesthésie générale ou locale au bloc opératoire. Les spermatozoïdes sont déposés au contact de l'ovocyte de la femme en éprouvette au laboratoire. Le ou les embryons obtenus sont ensuite transférés dans l'utérus. Il existe une variante qui est la micro-injection ou ICSI. Dans ce cas, on ne laisse pas les ovocytes et spermatozoïdes se rencontrer spontanément en éprouvette. Sous le microscope, le biologiste injecte un seul spermatozoïde sélectionné dans l'ovocyte. On laisse ensuite l'embryon se développer jusqu'à 5 jours avant de le transférer dans l'utérus. Les autres embryons obtenus sont congelés dans l'éventualité d'un futur transfert. Ces techniques peuvent être effectuées avec les gamètes du couple ou avec des gamètes issus d'un don. Mais cette dernière méthode n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Déborah, le parcours PMA, c'est quelque chose qui est pris en charge par la CAFAT, c'est ça? Oui, la CAFAT en Nouvelle-Calédonie prend en charge 6 inséminations artificielles et 4 fécondations in vitro suivies de transfert d'embryons. Donc depuis 2017 à 100%, sans avance de frais et pour toutes les couvertures sociales. Toi, Marie, ces FIV prises en charge, tu les as toutes faites, même si toi, à ton époque, c'était pas encore à 100% et tu devais avancer les frais. Tu en as même financé une avec ton conjoint. Donc ça fait 3 années de FIV intensive, de congélation, transfert d'embryons, de grossesse qui se soldent par des fausses couches. Donc on t'avait interviewé à ce moment-là, c'était il y a 2 ans, c'était une période difficile pour toi. On regarde. Là on subit. On le fait parce qu'on a commencé, on continue les FIV parce qu'on veut quand même ce bébé et on ne veut pas non plus écouter son corps qui dit c'est difficile, c'est triste. Donc c'est difficile. Et il y a un moment où il faudrait arrêter, reprendre des forces. Et ça, je ne l'ai pas fait. La justice, pourquoi ça ne marche pas? On ne comprend pas. Alors que les stimulations, ça marche bien. Les ponctions, au bloc, on a des ovocytes, on a des embryons. Ça s'accroche. Mais pourquoi il ne tient pas? Beaucoup d'injustice et de souffrance. Là, aujourd'hui, il y a des choses qui sont encore un peu douloureuses. Mais ce qui est difficile, c'est de changer sa vision sur sa vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je commence à toucher du doigt le fait que je n'aurai pas d'enfant. Et ça, c'est quelque chose auquel je pensais depuis que quand on est des petites filles, on joue à la poupée et on se voit maman. Donc moi, je me voyais avec des enfants. Et là, je commence à me dire que je ne vais pas avoir d'enfant. On le voit bien, c'est un parcours qui est épuisant moralement, très difficile. Est-ce que tu étais accompagnée pendant toutes ces années? Accompagnée, oui, de près par Doudou, oui. Donc ton conjoint Doudou, le conjoint de Marie. Oui. On était vraiment tous les deux pour essayer d'avoir ce bébé. Et après, soutenu au début, on est plein d'illusions, plein d'espoir. On se dit ça va marcher. Et en fait, on y va les yeux fermés, sans faire trop attention à ce qui se passe. Et puis aux échecs suivants, là, on sent bien que ça commence à pas aller. Donc le suivi, le soutien, je suis allée le chercher à côté, beaucoup dans les médecines parallèles. D'accord. Voilà. Okay. Déborah, cet accompagnement, il est insuffisant, clairement, aujourd'hui, pendant ces parcours. Il est insuffisant parce que le service de PMA au Medipôle n'a pas les moyens de pouvoir accompagner tous les couples. Donc c'est une démarche qui nécessite d'être personnelle et qui n'est pas prise en charge pour le coup à 100%. Donc là, le collectif prend un peu le relais en proposant un soutien, alors pas professionnel, ce ne sont pas des psychologues qui vont soutenir, mais juste entre patients. Et on s'est rendu compte que le meilleur soutien qu'on peut avoir dans ce parcours, c'est de personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose. Alors, on a compris le principe de la FIV. Sur le papier, c'est assez simple, mais en réalité, c'est un investissement
très important. Concrètement, ça se passait comment en amont surtout? C'est une succession de prises de sang et d'injections. On commence une prise de sang pour voir si hormonalement on est prête à commencer le protocole. Et puis on commence par des injections. Pendant à peu près une semaine, une injection par soir, tous les jours à la même heure. Et puis après, on passe à 2 injections. Et tout ça sur 10 jours, avec des prises de sang pour faire un dosage hormonal, plus des échographies pour voir qu'on réagit bien aux stimulations. L'intimité, on n'en parle plus trop, j'imagine, à ce moment-là. Ah oui, non, là déjà je parle au niveau planning très serré, parce qu'il faut faire tous les 2 jours prise de sang et échographie. Et alors après, l'intimité, la pudeur, ça on met un peu de côté à ce moment-là. J'imagine que le couple est mis aussi à rude épreuve peut-être pendant ce parcours. Oui, c'est vraiment une épreuve pour les couples qui vivent ce parcours. D'une part parce qu'on est souvent amené à vivre des échecs dans le parcours et ça on y est peu préparé. On a de l'espoir en commençant. Voilà, à chaque début de protocole on a de l'espoir et malheureusement quand on enchaîne les échecs c'est difficile. C'est là où il faut vraiment rester soudés, unis et puis continuer à communiquer. Voilà, c'est là où c'est difficile pour le couple. Après, c'est vrai que certains protocoles, avant de rentrer en AMP, demandent aussi de planifier des rapports sexuels. Donc ça aussi, ça peut être très difficile, c'est tu l'amour. Anti-glamour, voilà, direct. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui s'imbriquent, mais on nous demande aussi de planifier notre vie et les mois futurs en fonction des traitements, en fonction de l'ouverture du centre, des plannings des médecins. Donc tout ça fait que c'est très... Le couple est mis à rude épreuve, en effet. On parlait donc de cet accompagnement qui se passe le mieux quand on partage avec des gens qui sont aussi dans ce parcours. Vous, c'est ce que vous proposez au niveau du collectif BAMP? Oui, alors on propose des rencontres tous les 2 mois à peu près environ, ici au Jardin des Parents. Et on propose aussi une permanence téléphonique, on peut nous appeler, nous envoyer des mails. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise pour se déplacer et puis rencontrer d'autres personnes et en parler publiquement. Donc ça peut être aussi de façon anonyme. Et sur Facebook, on peut nous envoyer un message. On a un groupe aussi privé de discussion de personnes qui sont dans ce parcours. On a une 50aine de personnes et c'est assez dynamique. Donc là, c'est vraiment des discussions, quoi. Chacun parle de son cas. C'est plutôt des questions, soit ce sont des questions techniques, soit c'est des personnes qui vont partager leur parcours, qui vont du coup rencontrer quelqu'un qui va avoir les mêmes difficultés, parce qu'il y a tellement de cas différents. Chaque parcours et chaque couple est différent face à ce parcours. Donc voilà. Alors, on était à la dernière rencontre qui a eu lieu le mois dernier. Nous y avons rencontré Muriel et Atto. On écoute ce qu'ils en pensent. Alors en fait, on a voulu venir à cette réunion, c'est pour avoir un peu plus d'enseignants pour la FIV. Parce que c'est notre 2e parcours. Premier parcours qui n'a pas pris en fait la suite. On a arrêté tout court. Et du coup, là, on s'est dit, allez, on va. Sauf qu'avec très peu de renseignements, très peu de rencontres. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas, en fait. Et du coup, c'est bien. On a plusieurs parcours différents. Et puis, ça donne envie de poursuivre, oui, d'avancer. Nous, dans notre communauté, ça reste tabou. Donc là, c'est une ouverture en fait pour nous, pour chez nous, pour notre communauté, pour les gens du Pacifique, parce qu'en fait, on n'en parle pas, que ce soit dans notre famille ou en dehors, on travaille. Donc on ne discute pas. Donc ça peut-être à faire avancer les choses et donner la chance à d'autres personnes. On n'en parle pas, en effet. Pourquoi, à ton avis? Comme il le dit, c'est tabou en Nouvelle-Calédonie, mais partout dans le monde, ça reste un sujet quand même tabou, c'est intime. C'est l'intimité du couple à la base, donc on n'a pas toujours envie d'échanger. Et puis après, il y a une culpabilité aussi de la part de la femme de ne pas pouvoir porter la vie, de ne pas pouvoir porter l'enfant, d'apporter un enfant à son conjoint.
L'homme aussi, quand l'infertilité est d'origine masculine, porte une grosse culpabilité et puis fait face à des préjugés comme quoi on est infertile, du coup on est impuissant, ce qui est totalement faux. La femme, ça va être arrête d'y penser, donc très vite en fait les personnes n'ont même plus envie d'en parler. Enfin, les seules personnes On fait face au jugement des autres. qui veulent bien en parler font face au jugement. Et justement, pour avoir moins de jugement, est-ce que c'est important de lever ce tabou, justement, non? Oui, c'est important. Alors, les personnes courageuses en parlent déjà d'une part pour trouver du soutien. C'est important d'en parler parce que tout le monde ne juge pas. On peut quand même trouver des personnes bienveillantes dans son entourage. Et puis, les choses avanceront qu'en parlant, en fait. Pour lever ce tabou, l'important, c'est d'en parler. Quels sont les autres combats qui ont été menés par le collectif ou qui sont menés ou qui ont abouti? Alors en métropole, beaucoup de combats, ils sont sur beaucoup de fronts. Et localement, on est une petite équipe, donc on se concentre vraiment en premier lieu sur le soutien. Et après, lors du déménagement de l'hôpital de Magenta jusqu'au Medipôle, on a fait face à une fermeture du laboratoire qui a été prolongée due à des travaux qui étaient en suspens pour des mises aux normes. Et là, le collectif s'est mobilisé parce qu'on avait tous les couples qui étaient en cours de procédure en attente, qui ont dû rajouter à l'attente déjà longue, rajouter 4-6 mois d'attente. Pendant ce temps-là, le temps passe, certains ont des embryons, l'horloge biologique tourne. Voilà, les embryons, ils continuent d'attendre en suspens. Donc là, on s'est mobilisé, on a eu gain de cause. Et en ce moment, on travaille aussi avec le gouvernement pour un projet de loi pour les autorisations d'absence. Donc c'est une loi qui est passée en métropole en 2016 et ici qui est en train d'être examinée au Congrès pour que les personnes qui sont en parcours puissent s'absenter. Donc il ne s'agit pas d'une journée entière à chaque prise de sang, mais que le jour où on a un monitorage, donc prise de sang, échographie, on puisse aller sereinement au rendez-vous pour retourner après au travail sans cette épée de Damoclès en se disant est-ce que je ne vais pas perdre mon emploi ou alors est-ce qu'il faut encore que je pose des congés, j'ai plus de congés d'heures de récupération, choses comme ça. C'est une belle avancée qui implique quand même que l'employeur soit au courant de la situation, qui ne sera pas évident pour tout le monde, mais enfin c'est quand même une belle avancée. Est-ce qu'il y a une collaboration avec le service d'AMP du Medipôle pour avancer dans ces combats que vous menez? Oui, alors on a un soutien de leur part sur des questions techniques, sur les chiffres qui peuvent nous donner un retour pour qu'on puisse faire valoir les causes auprès du gouvernement. Et on a fait plusieurs collaborations de tables rondes pour faire avancer les choses, donc auprès des patients pour de l'information et auprès des professionnels pour que l'AMP soit plus connue aussi au niveau du territoire par tous les biais. On essaie de communiquer et en lien avec le service. Alors ce service, il est loin d'être connu de tous les Calédoniens, mais il existe, il progresse, peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais je vous propose d'écouter la coordinatrice du service. Alors, ce service d'AMP qui existe au CHT a été créé à peu près 17 ans. Et depuis 17 ans, il y a une grosse évolution des techniques de prise en charge. Donc actuellement, toutes les techniques qui sont réalisées en métropole et dans le monde quasiment sont réalisées en fait en Nouvelle-Calédonie. Donc la fécondation in vitro, les inséminations, la congélation de sperme et des ovocytes. Tout ça se fait actuellement dans le centre d'AMP. En fait, entre le CHT et le pôle sanitaire de santé, on fait à peu près 1000 consultations par an de couples qui viennent et qui sont suivis pour un désir d'enfant. Et ensuite, on a des chiffres, on lance 200 cycles de fécondation in vitro par an. On fait 60 transferts d'embryons congelés et 60 inséminations intra-utérines. Et on congèle le sperme pour une vingtaine de patients, hommes. Et on congèle des ovocytes on a fait 4 congélations l'année dernière pour des patientes qui avaient besoin de conserver leurs ovocytes. Et en tout, on arrive à 40% de grossesse à peu près par tentative de FIV. Donc on a à peu près 80 naissances par an. 80 naissances par an, issues d'un parcours PMA au pays, un chiffre qui fait réfléchir et qui donne de l'espoir aussi, je pense, à ceux qui ont des difficultés à faire un enfant. Marie, donc on en était resté au FIV que tu as fait ici sur place, donc ça n'a pas fonctionné. Tu en as parlé à une collègue qui était dans le même cas médical que toi et elle t'a parlé de quelque chose que tu ne connaissais pas, d'où l'importance d'en parler d'ailleurs. De quoi est-ce qu'elle t'a parlé et qu'est-ce que ça a signifié pour toi et ton conjoint à ce moment-là?
complètement par hasard, donc on parle de nos parcours en PMA et elle me parle, parce que je savais qu'elle avait un petit garçon, donc ça m'intéressait de savoir comment ça s'était passé, et elle m'a parlé du don d'ovocytes. Ok, moi j'ai mes ovocytes, on les ponctionne, on les féconde, mais voilà, elle m'a parlé de ça et de son parcours. Elle, médicalement, elle en avait à peu près la même chose, endométriose, les mêmes parcours d'échec avec des fausses couches. Et voilà, le fait qu'elle soit maman d'un petit garçon, c'était une petite lueur d'espoir pour moi, parce que j'avais l'impression qu'on se ressemblait. Le don de gamètes, donc spermatozoïdes et ovocytes, ça n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, mais par contre c'est accessible ailleurs dans le monde, Déborah. Oui, en métropole tout d'abord. C'est possible, c'est remboursé si ça rentre dans les prises en charge dans les 6, c'est 4 FIV du coup, prises en charge. Mais il y a beaucoup d'attentes en métropole. On fait face à une pénurie de donneurs, que ce soit don de sperme ou don d'ovocytes. Il faut attendre à peu près 6 mois pour un don de sperme et 4 à 5 ans d'attente pour un don d'ovocytes. Donc quand on a déjà, on a déjà attendu très longtemps et qu'on n'est toujours pas certain que ça puisse fonctionner à la fin, la solution alternative, c'est d'aller dans des cliniques à l'étranger, du coup. Où là, par contre, les donneurs sont rémunérés, donc il y a beaucoup plus de dons. Voilà, il y a une contrepartie financière qui est faite pour les donneurs, donc ça incite plus les donneurs. Peut-être qu'il y a une meilleure communication aussi autour du don. Et après, oui, il faut payer. De toute façon, aucune FIV n'est gratuite. Ici, c'est pris en charge, mais ça coûte horriblement cher. Il y a un facteur financier qu'on n'aborde pas énormément aujourd'hui, mais c'est pas anodin du tout, quoi. Donc toi, Marie, avec Doudou, vous avez décidé d'aller à Barcelone faire ce don d'ovocytes, c'est ça? Tout comme ma collègue. Tout. Elle avait un bébé, j'ai tout fait comme elle. Voilà, on a décidé, ça prend du temps parce qu'il faut déjà contacter la clinique, on est à distance, donc tout ça par internet. Et puis 15 mars 2018, c'est la ponction, donc le transfert, ça s'est fait 5 jours après, puisque ils ont laissé se développer les embryons au labo pour avoir de très bonne qualité, donc ils étaient prêts à s'implanter. Combien de temps après tu as fait le test? Après, il y a la ponction et puis il y a toujours ce temps-là où on attend, où on ne sait pas, on essaye de faire le moins de choses possible parce qu'on se dit on ne veut pas risquer quoi que ce soit. Et normalement, la prise de sang, c'est le test de grossesse, donc c'est 14 jours après la ponction. D'accord. Et moi, vu le parcours qu'on avait, j'ai pas fait la prise de sang de suite parce que j'ai dit oh là là. Plus j'attendais et plus je disais je vis des bons moments, parce qu'il y avait toujours ce risque de négatif. Et j'ai fait le test le mardi d'après. Et là, plus. Et là, un gros chiffre, alors que d'habitude il était tout petit, voire 0. Voilà, là un gros chiffre. Un rallonge qui montrait que c'était bon, quoi. Ouais. Alors on est allé te voir chez toi pour que tu nous racontes cette belle histoire, l'histoire de Théo, ton fils. On regarde. Les échographies. Ah, celle-ci, voilà. Ça, c'est la petite graine. Voilà, Théo, il est là. On est parti dans l'idée que c'était une nouvelle chance. Peut-être la dernière chance, encore une fois, mais c'était une nouvelle chance puisque là, c'était pas du tout pareil. Puisque moi, ma maladie m'empêchait de faire des ovocytes de bonne qualité. Et là, ce qui nous était proposé à Barcelone, c'était des ovocytes de bonne qualité puisque c'est des donneuses qui sont en bonne santé, qui sont jeunes. Donc là, on a vu qu'il y avait bien un petit bébé, il y avait un cœur qui battait, c'était différent d'avant. Tout était différent d'avant, donc là, la confiance était là. On s'est dit, banco, c'est parti.
fait, j'étais vraiment très déprimée. Ça faisait des années que j'étais dans l'échec tout le temps, sans arrêt dans l'échec. Donc on n'y arrive pas. Donc du coup aussi, moi, d'être toujours dans cet état-là d'échec, je n'y arrivais pas. J'étais incapable. Voilà. Et cette grossesse est arrivée sur cet état-là. Et on est arrivé à un moment où il n'y avait plus rien à faire. J'étais enceinte, oui, il n'y avait plus d'examen à faire, il n'y avait plus à aller voir le gynéco, plus de prise de sang. En fait, un bébé, ça se fait tout seul. C'est ça qui était très bizarre. Théo est arrivé en décembre, le 7 décembre, 5 jours avant le terme. Quand il est arrivé, c'était extraordinaire parce que il y avait vraiment un bébé voilà, dans le ventre, ce truc qui bougeait, qu'on sentait. C'était vraiment un bébé et puis il était en plus beau, oui. Alors, c'est l'histoire de quoi? C'est une souris verte qui courait dans l'herbe. Après, ce qui a été difficile, c'est parce que j'ai été un peu toute seule à la maison, parce que Doudou a dû travailler en brousse. Et du coup est revenue cette impression de ne pas y arriver, d'être incapable. Voilà, il faut apprendre à se reconstruire, puisque je pense que ces années de difficultés m'ont vraiment abîmée. Et il faut que j'apprenne à avoir plus... Faut que j'apprenne à avoir confiance en moi et que j'y arrive et que je vais y arriver. Même si ça a été difficile, ça reste quelqu'un d'extraordinaire parce que il est parfait, évidemment, c'est mon fils. Et tous ces moments-là, les moments difficiles, en fait j'ai tout fait au mieux, donc aucun regret. Et on le voit grandir et en fait ça se fait tout seul, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'un bébé en fait il arrive et il grandit tout seul, avec notre aide, mais il y a besoin de ne pas faire grand chose, sauf donner beaucoup d'énergie. De l'énergie, c'est clair, ça en demande, mais en tout cas on est vraiment tous très contents pour toi, Marie. Bravo pour ton combat, bravo pour ton fils et puis très belle vie à vous. Déborah, quand on sort d'un long parcours comme celui de Marie, ça laisse des traces. Le corps et l'esprit doivent s'en remettre et puis on peut se heurter à nouveau à des jugements en fait de la part des autres à ce moment-là. Le parcours laisse des traces, ça c'est évident, des traces au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Et beaucoup de personnes qui sont passées par là disent qu'elles seront toujours concernées par ça pour un autre enfant ou pas, mais ça reste dans l'esprit, dans notre histoire, dans l'histoire de l'enfant aussi de toute façon, parce qu'on incite beaucoup les gens à en parler pour pas qu'il y ait de tabou autour de ça, autour de l'enfant. Et oui, après, pression au niveau de l'entourage, d'être une bonne mère. Après tout ça, on n'a pas le droit de se plaindre. En fait, on l'a voulu, on l'a voulu et il faut assurer à 100%. Alors que on est humain, c'est difficile pour toutes les mamans, pour tous les papas. C'est universel. Alors, on a pas mal entendu parler d'AMP, de PMA ces derniers temps dans les médias avec le projet de loi de bioéthique. En France, est-ce que ça change quelque chose ici à notre échelle? Pour l'instant, non. Étant donné que le don de gamètes n'est pas possible sur le territoire, peut-être ça concernera l'autoconservation des oocytes si c'est permis ici. Et, pour des raisons autres que médicales. Voilà. Après, il y a des techniques qui sont débattues, qui seront de toute façon certainement pas disponibles ici. Donc à voir l'évolution. En tout cas, ça a le mérite d'en faire parler un petit peu. C'est déjà pas mal. Bon, on arrive au terme de cette émission. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un message au nom de l'association aux personnes qui nous regardent et qui seraient peut-être touchées par l'infertilité?
Oui. Le message principal, c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé. On est là pour se soutenir, pour créer des espaces de parole autour de l'infertilité, parce qu'on sait que c'est difficile. Et puis un message d'espoir, que même si on fait face à beaucoup d'échecs dans certains parcours, on a des très beaux exemples comme Marie, comme d'autres au sein du collectif. Et ça, il faut vraiment que les gens l'aient en tête et que ça vaut le coup de... Et qu'il y a des parcours aussi qui durent moins longtemps que celui dont on a parlé aujourd'hui. La majorité, d'ailleurs, et tant mieux. Et tant mieux, oui. Et ben voilà, si vous voulez rentrer en contact avec cette association, participer à une rencontre peut-être, rendez-vous sur la page Facebook qui s'affiche au bas de votre écran. Un grand merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir l'émission, elle est disponible en replay sur notre site internet. Et puis je vous dis à bientôt.